Un petit garçon noir a pointé du doigt un policier au tribunal et ce qu'il a dit a choqué tout le monde. L'air froid de la salle d'audience le piquait lorsque Darren Cooper entra. Ses pas résonnèrent sur le sol de marbre comme un marteau frappant durement la vérité. Son souffle s'échappa par à-coups, absorbé par le froid stérile de la grande salle. Des rangées de bancs en bois s'étendaient devant lui, leur surface polie luisant faiblement sous les lumières artificielles qui bourdonnèrent doucement au-dessus de lui. À 36 ans, Darren avait passé plus de 10 ans à naviguer dans les méandres de la justice, où les idéaux étaient trop souvent étouffés par la bureaucratie, la cupidité et la corruption. Sa réputation d'avocat de la défense ne tenait pas à ses artifices, mais à sa quête incessante de la vérité, son intégrité obstinée façonnant chacun de ses mots et de ses gestes. C'était un homme qui croyait en la justice, même lorsqu'elle semblait une illusion lointaine et moqueuse. Aujourd'hui, son adversaire était le procureur Charles Hensley, un homme dont l'ambition s'était frayé un chemin dans le monde juridique avec une précision brutale. Le nom de Hensley était synonyme de victoire retentissante, son influence profondément ancrée dans le tissu politique de la ville. Son regard perçant évaluait la salle d'audience avec le même calcul froid qu'il appliquait à chaque affaire qu'il touchait. Hensley était d'une efficacité redoutable, voire impitoyable, ses victoires ne venant pas de son dévouement à la justice, mais de sa volonté de déformer la vérité jusqu'à ce qu'elle concorde avec son récit. L'affaire en question était devenue le sujet de conversation de toute la ville, une plaie purulente qui refusait de cicatriser. Il s'agissait d'un incident brutal entre l'agent Bradley Carter et un jeune homme noir nommé Marcus Jenkins. Cette rencontre avait laissé Marcus paralysé, sa vie irrémédiablement brisée, son avenir volé par un seul instant de violence. Darren n'avait vu Marcus qu'une seule fois, allongé immobile dans un lit d'hôpital, les yeux remplis d'une douleur bien au-delà du physique. La tragédie de tout cela s'était gravée dans la conscience de Darren, un feu qui alimentait sa détermination. L'épreuve était trouble, la vérité enfouie sous des couches de tromperie et de manipulation. Darren avait passé d'innombrables nuits à éplucher les rapports de police, les images de caméras corporelles et les témoignages. Son bureau était devenu une véritable salle de crise, avec des papiers éparpillés sur son bureau, épinglés au mur, surlignés et annotés de notes frénétiques qui semblaient trahir la frustration. Chaque nouvelle preuve semblait porter la marque de la corruption, soigneusement élaborée pour façonner le récit contre Marcus. D'après le rapport de l'agent Carter, Marcus était un délinquant violent, un trafiquant de drogue résistant à son arrestation avec une agressivité féroce. Les mots sur la page dressaient le portrait d'un homme dangereux, aux actes criminels, aux motivations malveillantes. Mais à mesure que Darren creusait plus profondément, les contradictions s'accumulaient, de fragiles mensonges se superposant maladroitement à des vérités fragiles. Des témoins du quartier parlèrent de Marcus comme d'une âme douce, d'un garçon qui avait consacré ses journées à s'occuper de son jeune frère, Jaden. L'absence de leur mère, perdue dans la toxicomanie et la pauvreté, avait laissé Marcus seul pour combler le vide de protecteur et de pourvoyeur de soins. La vérité que Darren découvrit révéla une toute autre histoire. Marcus raccompagnait Jaden de l'école le soir de l'incident, et leur chemin croisait celui de la patrouille de l'agent Carter, lors d'une opération de contrôle et de fouille de routine. Ce qui avait commencé comme une simple rencontre avait dégénéré en cauchemar. Les témoins interrogés par Darren racontaient comment Marcus tentait de protéger son frère de l'agression injustifiée de Carter, un garçon qui ne voulait que protéger son frère. La frustration de Darren grandissait de jour en jour. Les images de la caméra corporelle qu'il avait réussi à obtenir étaient incomplètes, coupées au hasard avant que les véritables violences ne commencent. Les témoignages qu'il avait recueillis contredisaient les affirmations de Carter, mais leur crédibilité était systématiquement mise à mal par les contre-interrogatoires incessants de Hensley. Le récit de l'accusation était un mensonge bien rodé, une arme affûtée pour saper toute tentative de révéler la vérité. Alors que Darren s'installait à la table de la défense, son regard se porta sur le côté de l'accusation. Hensley portait son assurance comme une armure,
chacun de ses mouvements étant précis et répété. Policiers et fonctionnaires municipaux l'entouraient, leur présence étant un message silencieux d'autorité et de pouvoir. Cette affaire ne concernait pas seulement la justice, il s'agissait de protéger les leurs. Darren sentait le poids de leur influence peser sur lui, une force déterminée à écraser ses efforts avant qu'ils ne prennent racine. Son regard se porta sur la galerie, où la famille de Marcus était assise, solennellement provocatrice. Leurs visages étaient marqués par le chagrin et la colère, leurs expressions mêlant espoir et désespoir. Ils étaient là non seulement pour Marcus, mais pour toutes les familles déchirées par un système qui semblait plus soucieux de préserver son image que de rendre justice. Mais c'est le plus petit d'entre eux qui attira l'attention de Darren. Jayden était assis, accroché aux côtés de sa mère, ses petites mains agrippant son bras comme si c'était la seule chose qui le maintenait ancré dans ce monde de peur et de confusion. Les yeux du garçon étaient écarquillés et hantés, son regard parcourant nerveusement la pièce comme s'il s'attendait à ce que le danger surgisse de l'ombre à tout moment. La poitrine de Darren se serra à cette vue. Jayden était un enfant contraint de porter le poids d'un traumatisme bien au-delà de son âge. Darren se fit une promesse silencieuse. Il irait jusqu'au bout, quels que soient les obstacles, les menaces ou les manipulations qui lui seraient proférées. Cette affaire n'était pas une simple bataille dans la guerre sans fin contre la corruption, c'était un devoir moral, une responsabilité de donner la parole à ceux qui avaient été réduits au silence et de demander des comptes à ceux qui se croyaient intouchables. La salle d'audience vibrait d'impatience lorsque le juge entra, sa robe flottant derrière lui telle une ombre. L'esprit de Darren s'emballait avec tout ce qu'il avait préparé, les arguments qu'il allait présenter, les preuves qu'il allait présenter. Pourtant, sous tout cela, une rage sourde couvait face à l'injustice qui couvait sous ses yeux. C'était sa chance de s'attaquer à la pourriture qui rongeait les fondations du système. Sa chance de redresser la situation. 2 semaines plus tôt, un informateur de bas niveau nommé Marcus Lee était tombé sur un secret terrifiant qui menaçait de révéler la corruption la plus insidieuse de la ville. Marcus avait toujours été un homme de l'ombre, un observateur discret et méticuleux qui gagnait sa vie en vendant des informations aux plus offrants. Mais cette fois, son travail avait croisé les mauvaises personnes. Alors qu'il travaillait comme agent infiltré au sein du réseau du commissaire Rourke, il avait découvert des documents si accablants que lui-même avait hésité à les copier. Les fichiers étaient cachés au plus profond d'un serveur sécurisé du commissariat, enfouis sous des couches de cryptage destinées à dissuader tous les pirates, sauf les plus déterminés. Mais Marcus avait toujours été déterminé et cupide. Ses intentions n'avaient jamais été nobles. Il n'était qu'un charognard, un opportuniste cherchant à faire fortune. Pourtant, en parcourant les innombrables pages détaillant les pots de vin, les dissimulations, les opérations de trafic de drogue et les ventes d'armes illégales orchestrées par des politiciens de haut rang et des policiers, il ressentit quelque chose d'inhabituel, une peur sincère. Il comprit qu'il ne s'agissait pas d'un simple chantage. C'était une bombe à retardement. Le désespoir poussa Marcus à contacter Malcolm, le seul homme qui, selon lui, aurait le courage et l'imprudence de révéler la vérité. Leur rencontre eut lieu dans l'arrière-salle d'un bar délabré de la périphérie de la ville. Malcolm arriva juste avant minuit, l'air prudent mais curieux. Marcus ne perdit pas de temps et glissa une clé USB dans les mains de Malcolm, la voix tremblante évoquant trahison, meurtre et pouvoir bien au-delà du sien. La résolution de Malcolm fut immédiate. Il assura à Marcus que les preuves seraient rendues publiques et que justice prévaudrait. Mais la peur, gravée sur le visage de Marcus, lui indiquait que l'homme s'était déjà résigné à son sort. Moins de 48 heures plus tard, le corps de Marcus était retrouvé mutilé dans les décombres d'un accident de voiture. Le rapport de police mentionnait une panne mécanique, mais Malcolm savait qu'il n'en était rien. Marcus avait été réduit au silence, sa mort étant un avertissement peu subtil du sort réservé à ceux qui osaient défier l'ordre établi. Pour couronner le tout,
Les dossiers que Marcus avait risqués pour obtenir avaient disparu. Quelqu'un avait effacé toute trace de son appartement, obligeant Malcolm à se fier uniquement à la mémoire de ce que Marcus lui avait montré. Sa croisade contre la corruption de la ville était devenue exponentiellement plus difficile et infiniment plus dangereuse. Alors que le procès s'éternisait, Malcolm sentait le poids de cette nuit l'écraser de toutes parts. La salle d'audience était devenue un cirque, une scène où des hommes puissants affichaient leur influence en toute impunité. Les témoins étaient soudoyés ou menacés pour obtempérer, leurs témoignages déformés pour correspondre à la version de l'accusation. Les preuves qui auraient pu disculper Malcolm étaient commodément perdues, mal gérées ou tout simplement ignorées. La frustration de James Carter augmentait à chaque objection rejetée par le juge Whitman, froid et calculateur, dont la loyauté envers la machine politique corrompue transparaissait dans chaque regard dédaigneux qu'il lançait à la défense. Même la sélection du jury avait été une farce. Malcolm avait reconnu certains visages dans le box des jurés, des hommes et des femmes dont les moyens de subsistance dépendaient du système même qu'il cherchait à démanteler. L'accusation avait veillé à ce que leur loyauté soit incontestable. Ce n'était pas un procès, c'était une exécution sous le couvert des formalités légales. Le troisième jour du procès commença comme tous les autres, avec une tension palpable. L'accusation fit comparaître un autre témoin à la barre. Un homme d'affaires affirmant avoir été escroqué par les prétendues escroqueries de Malcolm. Son témoignage était répété, chaque mot étant conçu pour dépeindre Malcolm comme un manipulateur avide. Pourtant, l'attention de Malcolm ne se portait pas sur le témoin, mais sur la silhouette frêle qui venait d'entrer dans la salle d'audience, sa présence passant inaperçue. Isaiah était un garçon de 8 ans à l'air frêle, aux yeux sombres et innocents, les épaules voûtées comme si le poids du monde pesait sur lui. Malcolm l'avait déjà vu, dans les immeubles délabrés, où il avait passé d'innombrables heures à rallier le soutien de ceux qui étaient trop pauvres et trop démunis pour être entendus. Le père d'Isaiah était l'un de ces hommes. Un concierge travaillant de nuit dans un bâtiment gouvernemental, discret et discret. Il avait disparu à peu près au moment où le corps de Marcus Lee avait été découvert. La promesse de Malcolm à la mère d'Isaiah avait été simple mais sincère. Il découvrirait ce qui s'était passé. Mais maintenant, c'était lui qui était jugé, les mains liées, métaphoriquement, par la même corruption qu'il cherchait à dénoncer. Son regard se fixa sur le garçon tandis qu'il se dirigeait d'un pas traînant vers la barre des témoins, guidé par l'un des huissiers. La salle d'audience se tut, tandis que la voix d'Isaiah perçait la tension, une voix fragile mais provocante dans la salle caverneuse. « Je me souviens de lui. » Tous les regards se tournèrent vers le garçon, les murmures de la foule s'éteignant, tandis que ses paroles restaient suspendues dans l'air. Le procureur semblait déconcerté, mal préparé à ce témoignage imprévu. Le regard du juge Whitman s'accentua, son irritation évidente. Le regard d'Isaiah traversa la salle avant de se poser sur l'agent Donovan, l'un des agents qui avait procédé à l'arrestation et témoigné contre Malcolm avec une assurance arrogante. Son uniforme brillait, sa posture rigide. Mais dès que le doigt tremblant d'Isaiah se leva pour le pointer, le sang-froid de l'officier commença à se fissurer. « Il a blessé mon père. Je l'ai vu l'emmener. » La déclaration frappa la salle comme un coup de tonnerre. Un hoquet collectif s'échappa de l'auditoire, les murmures se répandant comme une traînée de poudre, tandis que chacun peinait à saisir la gravité des paroles de l'enfant. Le visage de l'agent Donovan se vida de ses couleurs, ses yeux se fixant nerveusement sur le commissaire Rourke, qui observait la scène, les mâchoires si serrées qu'il semblait sur le point de se briser les dents. La perturbation fut immédiate. Le procureur se leva, la voix s'éleva en une protestation frénétique, insistant sur le fait que le témoignage du garçon était hors de propos, bégaiement désespéré d'un homme pris au dépourvu. Mais le mal était fait. Les paroles d'Isaiah avaient fissuré le vernis poli de leur mensonge, et Malcolm put entrevoir pour la première fois une faible lueur d'espoir.
La révélation de Caleb avait plongé la salle d'audience dans le chaos. Les journalistes griffonnaient furieusement, leur stylo s'empressant de capturer les mots du garçon. Le grattement frénétique de l'encre sur le papier tel un essaim fiévreux de milliers d'insectes. Les spectateurs, jusque-là les paupières mi-closes et le regard éteint, se penchaient maintenant en avant avec une intensité qui électrisait l'air. Des murmures cascadaient dans la salle, murmures d'incrédulité et de fascination horrifiée se mêlant au cliquetis des chaises qui bougeaient et aux pas traînants. La voix tremblante de Caleb, si faible et pourtant si puissante, semblait flotter dans l'air, fantôme de vérité refusant de se taire. Mais par-dessus le vacarme s'éleva le coup sec et impitoyable du marteau du juge. Il résonna comme un coup de feu, et pendant un instant, le silence s'empara de la salle. La voix de Gregson tonna, ces mots étant une tentative de reprendre le contrôle de la procédure. Son ordre était empreint d'une pointe de désespoir, comme s'il percevait lui-même les tremblements qui frémissaient au cœur de cette farce bien orchestrée. Sous son ton autoritaire se cachait quelque chose de fragile, la conscience que les paroles du garçon avaient frappé plus profondément que prévu. Son visage, d'habitude si impassible et vide, portait maintenant une fine couche de sueur sur son front. Le juge ordonna une suspension d'audience, la voix creuse, comme si les murs même de la salle d'audience s'étaient retournés contre lui. Tandis que la salle se vidait lentement, ses occupants sortirent, l'air affichant des expressions allant de la stupeur à la désapprobation, en passant par la joie, selon le camp du pouvoir auquel ils appartenaient. La soif de spectacle des médias avait été avivée, mais c'était la peur grandissante de Daniel qui le rongeait. À huis clos, l'atmosphère se transformait en quelque chose de plus sombre, de plus insidieux. Des messages se frayaient un chemin sous sa porte avec précision, des bouts de papier soigneusement pliés, griffonnés en lettres acérées et furieuses. Tenez-vous loin du témoignage du garçon, oubliez ce que vous avez entendu, faites ce qu'il faut pour une fois et partez. Le ton variait, des suggestions voilées aux menaces directes, toutes proférées avec la même autorité indéniable d'hommes qui se croyaient intouchables. Daniel entendait son téléphone sonner à des heures indues, la voix à l'autre bout du fil, un grognement déformé, déversant vitriol et intimidation. Il parlait d'accidents, du genre de tragédie qui pourrait frapper un homme refusant de reconnaître qu'il a déjà perdu. Mais ce n'étaient pas seulement les menaces qui troublaient Daniel. C'était le silence de ceux qu'il avait autrefois considérés comme des alliés. Les appels restaient sans réponse, les courriels ignorés. Même les rares journalistes en qui il avait confiance semblaient réticents à le regarder dans les yeux, leur empressement à rapporter la vérité soudain éclipsée par une prudence retrouvée. L'influence de Turner, cette ombre rampante, s'était infiltrée dans des endroits que Daniel croyait autrefois sûrs. Les jours s'écoulaient avec une lenteur atroce. Daniel se plongea dans ses notes, cherchant la moindre faille dans son argumentation, le moindre détail qu'il aurait pu négliger. Son bureau se transforma en une forteresse de documents et de nuits blanches. Il éplucha les transcriptions, examina les photos, réécouta les enregistrements jusqu'à ce que ses yeux brûlent et que ses tempes s'enflamment. Mais plus il creusait, plus la vérité semblait lui échapper, érodée par des forces qu'il ne pouvait contrôler. Il se souvenait du courage désespéré dans les yeux de Caleb, de la voix du garçon qui transperçait la salle d'audience comme une lame aiguisée par la souffrance. Cette seule accusation accablante avait ébranlé les fondements mêmes de l'empire de Turner. Cela aurait dû être un tournant. Pourtant, il était là, plongé dans les ténèbres, avec seulement une faible lueur d'espoir l'empêchant de sombrer. Les menaces continuaient, s'intensifiant de jour en jour. Daniel se surprit à regarder par-dessus son épaule, en rentrant chez lui, sa paranoïa aiguisant ses sens à un degré atroce. Le monde extérieur au tribunal lui semblait étranger et hostile, chaque ombre une menace potentielle, chaque étranger un conspirateur potentiel. Ses repas étaient fades, son sommeil fracturé par la tension incessante qui le tenaillait. Malgré l'isolement, la détermination de Daniel restait inébranlable.
Le courage de Caleb avait été un catalyseur, un rappel que la vérité méritait qu'on se batte pour elle, quelles que soient les circonstances. Daniel s'accrochait à cette pensée avec une sorte de dévotion désespérée, l'utilisant comme un carburant pour les nuits où l'épuisement menaçait de le consumer. Mais l'influence de Marcus Turner était bien plus grande que Daniel ne l'avait anticipé. Ses contacts au sein du système judiciaire, ceux que Daniel considérait autrefois comme des alliés, avaient été compromis. Des informations censées rester confidentielles se retrouvaient entre les mains de Turner avec une facilité déconcertante. Des rapports de police disparaissaient, des témoins sous serment infirmaient soudainement leurs déclarations et des preuves disparaissaient inexplicablement de lieux sécurisés. Les murs se refermaient. Daniel sentait leur poids oppressant peser sur lui, un resserrement claustrophobe de force hors de son contrôle. Ses propres collègues le regardaient avec pitié ou suspicion, leur regard lourd de savoir que sa carrière était en train d'être démantelée morceau par morceau. Et pourtant, malgré la pression écrasante, il se surprit à penser non pas à sa propre sécurité, mais à Evelyn et Caleb, la femme qui avait tout risqué pour obtenir justice, l'enfant qui avait affronté des monstres, réels ou imaginaires. Il méritait protection, il méritait justice. La détermination de Daniel se transforma en une force inébranlable, un besoin ardent d'aller jusqu'au bout. Mais les menaces persistèrent. Elles se présentèrent sous diverses formes. Des courriels infectés par des virus destinés à détruire ses fichiers, des colis anonymes déposés devant sa porte contenant des photos de lui prises à distance, et une fois, un morceau de tissu ensanglanté, assorti à la cravate qu'il avait portée lors d'une précédente comparution devant le tribunal. L'influence de Turner était telle une hydre dont les têtes poussaient plus vite que Daniel ne pouvait les abattre. Pourtant, sa détermination resta aussi farouche que jamais. Le courage de Caleb lui avait donné de la force, et il comptait bien s'en servir. Il mènerait ce procès à son terme, même s'il devait pour cela s'opposer à la machine de corruption que Turner avait si méticuleusement construite. Il ne pouvait qu'espérer que ses efforts seraient suffisants. Les jours qui suivirent en furent le chaos incarné, une ville déchirée par l'indignation et le désespoir. Les manifestations déferlaient dans les rues comme des fleuves de fureur, leurs chants s'élevant dans les airs avec la force d'une force irrépressible. Des pancartes en carton, griffonnées de mots de justice, de vérité, de vengeance, se heurtaient à la pierre polie des bâtiments gouvernementaux. Les médias dépeignaient les événements avec une férocité qui n'avait d'égal que la colère des citoyens eux-mêmes. Les visages se tordaient de détermination et de chagrin, tandis que les mères serrèrent fermement la main de leurs enfants, la voix rauque après des jours passés à réclamer des comptes. L'air lui-même semblait vivant, chargé de l'électricité d'une ville qui ne voulait plus céder sous le poids de la corruption. La quête incessante de justice de Jonathan ne s'arrêtait pas au verdict du tribunal. Ses enquêtes s'étendaient comme des racines s'étendant dans le sol, décomposées des... Il remonta la piste de la corruption à travers les couloirs obscurs et les arrière-salles maculées de sang, croisant des informateurs dont les lèvres tremblèrent de peur, la voix tremblante à l'idée du prix que la trahison pourrait leur coûter. La conspiration se répandit comme une maladie, souillait ceux qui étaient censés faire respecter la justice. Les juges qui fermaient les yeux pour de l'argent, les chefs de police qui ordonnaient la disparition de dossiers, les politiciens dont les poches débordaient du prix du sang. La vérité devenait monstrueuse et pesante, mais Jonathan la tenait comme une arme, sa détermination aiguisée par le courage inébranlable de l'enfant. La ville résonna des échos du témoignage d'Elijah, sa petite voix fragile se frayant un chemin à travers les barricades de la tromperie. Les médias se disputèrent l'histoire du garçon, son image était placardée dans les gros titres et les émissions. L'innocence de ses paroles avait allumé un feu trop puissant pour que même les plus hauts responsables puissent l'éteindre. La pression montait contre le tribunal, contre les politiciens, contre le système lui-même. Le peuple ne se laisserait pas réduire au silence. La réaction contre l'establishment fut rapide et impitoyable. Le juge chargé de l'affaire, Horace Gleason,
fut le premier à tomber. Alors que les investigations minutieuses de Jonathan apportèrent des preuves irréfutables de ses implications financières avec la police et les autorités municipales, l'indignation du public atteignit son paroxysme. Les conflits d'intérêts refirent surface, tels des cadavres boursouflés, indéniables et répugnants. La démission de Gleason était moins un acte d'humilité qu'une tentative désespérée de se protéger des torrents de fureur qui menaçaient de le noyer. Son nom devint synonyme de trahison, sa carrière s'effondrant en cendres. La suspension de l'agent Briggs fut annoncée avec toute la cérémonie fallacieuse d'une limitation des dégâts. Des mots comme « enquête en cours » et « congé administratif » furent lancés à tout va comme pour apaiser la fureur qui montait comme un brasier. Mais la population sut percer à jour la mascarade. Elle savait à quoi ressemblait la véritable responsabilité, et ce n'était pas ça. Les protestations s'intensifièrent, leurs voix s'élevèrent, leur détermination renforcée par cette tentative flagrante d'apaiser plutôt que de rendre justice. La suffisance de Briggs s'était évaporée, laissant derrière lui un homme vide, désespéré de sauver les vestiges de sa réputation. La chute du maire Everett fut la plus spectaculaire de toutes. Son image impeccable vola en éclats sous le poids du scandale, ses alliés l'abandonnant comme des rats fuyant un navire en perdition. Les preuves de sa collusion avec les forces de l'ordre et les politiciens de haut rang éclatèrent dans la sphère publique avec la force d'une bombe. Des documents furent divulgués, des enregistrements furent exposés, et l'homme qui tenait autrefois la ville sous son emprise se retrouva désormais en paria. Ses discours d'unité et de justice lui furent renvoyés avec un mépris venimeux. Sa carrière politique fut réduite en cendres, réduite à un simple récit édifiant sur la cupidité et le pouvoir qui corrompent tout ce qu'il touche. Pourtant, même si les corrompus furent abattus, le cœur de David resta brisé. Marcus avait disparu. Le vide laissé par son frère était une blessure qui refusait de guérir. L'air semblait plus léger, le monde moins lumineux, même si l'obscurité qui l'entourait commençait à se dissiper. Le courage d'Elijah avait suscité quelque chose de plus profond que la vengeance. Il avait réveillé l'espoir que peut-être, juste peut-être, un changement était possible. David errait dans la ville une nuit, lent et sans but. Les manifestations avaient diminué, mais n'avaient pas disparu. Leurs voix étaient désormais rejointes par des politiciens se prétendant alliés de la justice, par des journalistes en quête de nouveaux scandales, par des opportunistes cherchant à tirer profit du chaos. Mais il y avait ceux qui restaient fidèles, dont la cause n'était pas à vendre. Les gens avaient été réveillés de leur complaisance, leurs yeux s'étaient ouverts sur la pourriture qui infestait les institutions de leur ville. Il retourna au palais de justice plusieurs jours plus tard, les mains légèrement tremblantes sur les marches. Il ne se sentait pas victorieux, pas vraiment. La mort de son frère ne serait jamais vengée comme il l'aurait souhaité. Impossible de ramener Marcus à la vie, impossible d'effacer la douleur qui l'envahissait. Mais il y avait autre chose, la possibilité que la mort de Marcus ne soit pas vaine, que le courage d'Elijah et la détermination de Jonathan puissent forger quelque chose de nouveau sur les décombres de la corruption. David quitta le tribunal non pas triomphalement, mais avec résilience. Le système corrompu avait été blessé, mais pas encore anéanti, et il passerait le reste de sa vie à se battre pour que des hommes comme Marcus ne soient plus victimes de ceux qui avaient juré de les protéger.